the people build a high sea dike. Where the coast is unprotected, the sea reclaims its own. By the end of the 13th century, inlets had become lakes, and lakes had become the Zuider Zee, the greatest single loss of land in the history of Holland. Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Schiedam, Volendam, Edam, Monnikendam prevent further inroads by the sea. Dike work is a matter for the monasteries, until the dike reeve assumes responsibility. Dikes are strengthened by seaweed secured by stakes. Later, wooden pile dikes are constructed. The watch on the dike is a cold, wet job, and some dike reeves prefer the warmth of the tavern. Peat for the fire is conveniently obtained from the foreshore. This unwise and forbidden practice undermined the dikes. In any dealing with the sea, the price of neglect is disaster. The 17th century is the age of the millwright. Early mills had to be headed into the wind. This limited their size and the amount of water they could raise. Now comes a revolutionary idea. The top of the mill turns. The rest stays put. Even the biggest mill can only reach a certain depth. Then a second mill is built. And a third. The millway makes it possible to reclaim polders far below sea level. The Great Lakes of North Holland, the Beemster, Purmer, Wormer, and Skirmer become rich farmland. The money is supplied by the merchants of Amsterdam, who are prepared to invest the wealth gained in trading with the Orient. Great prosperity is threatened by another invasion, this time a formidable enemy, the pile worm. Wood is replaced by stone. Stone is scarce, so grass is grown on top. Willow mattresses are laid below to prevent erosion. The merchant ships grow bigger and the sea lanes are silting up. Troubles never come singly. Behind Amsterdam, the Haarlemmer Lake grows and threatens the city. Too much water for safety, not enough for trade, until the engineer steps in. Steam power replaces wind and sail. The Haarlemmer Lake surrenders at last and yields fertile soil. Steam dredgers clear the way for steam ships. As the ships grow bigger, the new waterways grow deeper. But they let in an old enemy, salt. The machine age brings the first great attack on the sea. The Zuider Zee Dam is built in the open sea.
The crucial point is the closure point. Here, willow mattresses protect the seabed from the scouring tides. An army of skilled men operate steam-powered dredgers and draglines. A battle fleet to overcome the power of the sea. Modern sluices drain off the water and the salt. New polders can be reclaimed behind the dam. The counterattack has been successful in the north, but the south remains a delta and a threat. The delta plan is to dam up the great estuaries. Here, traditional methods are no match for the strength of the current, which increases under pressure. A caisson can withstand the current. A stronger mattress protects the seabed. The problem is how to control the current. The solution, once found, is simplicity itself. The current flows harmlessly through the caisson until all are lined up. The channel is closed, the dike can be finished. At Herringfleet, main outlet for the waters and ice of the Rhine, a ring dike is made in midstream. The site is drained, leaving the current to flow on either side. The water can escape through the sluice complex. It is under control. The Delta plan will complete the work started in the Zuider Zee. Sea and salt will be thrust out of the heart of the Netherlands. The coastline will be shorter and easier to defend. The Delta plan will bring new life to the old towns of Zeeland. New sources of fresh water, new space for an industrial age. New pleasure grounds for a growing people. The Delta plan is a great task, worthy of a great heritage. À l'origine, la mer et le sable, le vent et les marées, la pluie et la fleur se conjuguaient pour dresser une rangée de dunes, la côte des Pays-Bas, première ligne de défense contre la mer. Derrière les dunes, battues par le feu et le reflux, le delta le plus grand d'Europe. À l'est, un sol surélevé, boisé. Ici, depuis l'âge de pierre, vivent les hommes. Ils vivent de chasse et de pêche. Pendant des siècles, les rivières charrient des quantités de limon fertile, et chaque marée dépose une couche d'argile.
Le niveau de la mer s'élève, mais le fond monte plus rapidement encore. Grâce à l'apport de la végétation qui forme un nid de tourbe, le delta s'étend sans cesse dans la direction des dunes. Loin vers le nord, le dégel modifie le niveau de la mer et de la terre. Environ 2000 ans avant Jésus-Christ, de nouvelles tribus découvrent la nouvelle terre et s'y installent dans la plus totale ignorance des effets de la calotte glaciaire. Au dégel, les eaux montent et avec une régularité implacable submergent les habitations. Des pionniers vinrent qui à ce fléau apportaient une solution. Cette solution, c'était un python, la première défense que l'homme oppose à la mer. Des digues relient les pythons. Faites d'argile des mers, les digues enferment la terre. C'est le polder. Fermées à marée haute, des vannes empêchent l'accès de la mer. Ouvertes à marée basse, elles vidangent la terre. Lavé, débarrassé de son sel par les pluies, le polder est désormais fertilisable. Pour défendre les terres, des digues de haute mer seront édifiées. Aux endroits sans défense, la mer reprend ses droits. Vers la fin du XIIIe siècle, des criques se transforment en lacs et les lacs deviennent le Zuiderzee. Ce fut la plus grande perte de terre de toute l'histoire de la Hollande. En néerlandais, dam veut dire digue. Amsterdam, Rotterdam, Zaandam, Schiedam, Volendam, Edam, Monnikendam. Ces digues mettent un terme à la pénétration des eaux. La construction des digues est un travail de bénédictin jusqu'au jour où un nouveau personnage apparaît, l'intendant responsable des digues. Les digues sont renforcées par les algues marines que maintiennent des pieux, puis par des rondins de bois. Froid, pluie, humidité, tel est le lot des gardiens de digues, dont certains préfèrent la douce chaleur d'une taverne. Pour se chauffer, il est plus commode de prendre la tourbe sur le rivage. Ce comportement déraisonnable et formellement interdit peut mettre la digue en péril. Face à la mer, le prix d'une négligence se paye souvent par un désastre. Le XVIIe est le siècle de la construction des moulins à vent. Les premiers moulins faisaient face au vent. Cela limitait leur hauteur et le d'eau qu'ils devaient élever. Mais une idée révolutionnaire a surgi. Seule la partie haute tourne, le corps du moulin reste immobile. Un moulin, fût-il le plus grand, ne peut aller chercher l'eau au-delà d'une certaine profondeur. Alors, on construit un second moulin, puis un troisième. Une rangée de moulins rend possible l'assèchement des polders bien au-dessous du niveau de la mer. Les grands lacs du nord de la Hollande, Bemster, Purmer, Vormer et Schermer, sont devenus de riches terres fermières. Les capitaux sont fournis par les gros négociants d'Amsterdam, disposés à investir les fortunes qu'ils ont réalisées dans les échanges avec l'Orient. Mais cette période de prospérité est menacée par une autre forme d'invasion, par un ennemi redoutable, le Taret.
bois est remplacé par la pierre et l'on fait pousser de l'herbe sur les parties qui émergent.